L'histoire de Xi Jinping commence le 15 juin 1953 à Pékin. Son père, Xi Zhongchun, est un personnage très important en Chine. C'est un des compagnons d'armes du chef du Parti communiste chinois, Mao Zedong. Oui, Mao, ce même Mao dont vous avez certainement déjà entendu parler, celui qui a fondé la République populaire de Chine en 1949, après une longue période de guerre civile. Mao est président de la République populaire de Chine et il impose la dictature du parti unique, son parti, le parti communiste. En gros, pendant la guerre, Xi Zhongchun, qui est le père de Xi Jinping, est du côté de Mao et comme tous ceux qui se sont battus auprès de lui pendant la guerre, il obtient un poste important et pas mal de privilèges au sein du nouveau parti communiste. Xi Zhongchun va donc être, après la guerre, vice-président de l'Assemblée populaire, qui est vite fait l'équivalent de notre Assemblée nationale. Ouais, vite fait parce que, vous allez voir, il y a pas mal de différences. La première étant que la République populaire de Chine n'est pas une démocratie, mais Xi Zhongchun va aussi être vice-premier ministre. Ouais, vous avez compris, le père de Xi Jinping, c'est pas n'importe qui. La mère du jeune Jinping s'appelle Xi Xin et elle aussi, elle est membre du Parti communiste chinois. Les deux parents de Xi Jinping se rencontrent donc en 1943, alors que Xi Zhongchun, son père donc, est déjà marié. Bon, Zhongchun va pas tarder à divorcer puisque, un an plus tard, les deux amants se marient. Ensemble, ils vont avoir 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, Xi Jinping, c'est le 3e. Il est ce qu'on appelle un prince rouge, c'est comme ça qu'on appelle les fils des hauts dirigeants du Parti communiste chinois. Tiens, juste avant de plonger dans le premier chapitre, est-ce que vous savez que cette vidéo, vous ne pourriez pas la regarder en Chine? Personne ne peut avoir accès à YouTube en Chine. Enfin, personne. Vous connaissez le partenaire de cette vidéo, Surfshark VPN. Je vous en parle 2 secondes parce que je crois que ça peut être bien pratique. VPN, ça veut dire Virtual Private Network. Réseau privé virtuel. Voilà pourquoi ça vous serait bien utile dans la Chine de Xi Jinping. Premier truc cool, ça vous permet de garantir la confidentialité de vos données. En Chine, la liberté de parole est quasiment inexistante, donc bon. Le gouvernement chinois continue à bannir des mots, des phrases, mal parler du président est d'ailleurs puni par la loi. La surveillance du gouvernement est partout. Surfshark VPN va créer un tunnel crypté qui va permettre de garantir l'anonymat et la confidentialité de vos données. Surfshark VPN en Chine, c'est donc votre meilleur allié. Bon, mais au-delà de l'aspect protection, confidentialité qui est hyper important, Surfshark VPN est aussi très pratique parce qu'il vous permet de changer votre localisation. Surfshark masque la localisation de votre adresse IP. L'adresse IP, on va dire que c'est l'adresse géographique de votre ordinateur. Et en naviguant sur Internet avec une adresse IP masquée, ça vous permet de contourner les restrictions de géolocalisation et donc un peu quelque part la censure. Pratique. Donc dans un pays comme la Chine par exemple, vous pouvez redire bonjour à Facebook, Insta, WhatsApp, YouTube et cette chaîne YouTube. Et je me suis dit que Surfshark VPN, dans sa mission d'entreprise, c'était un peu le sponsor rêvé pour une vidéo sur l'histoire de Xi Jinping. Juste avant, petit code promo des familles. Avec le code promo qui s'affiche juste là, vous bénéficiez de 3 mois gratuits, plus 83% de réduction. Merci à Surfshark VPN, c'est reparti. Bon, clairement, le petit Jinping a une petite enfance extrêmement privilégiée. Juste, je sais pas si vous aviez remarqué, je dis le petit Jinping parce que Jinping, c'est son prénom et son nom de famille, c'est Xi. En Chine, on dit d'abord le nom de famille et ensuite le prénom. Les Xi habitent donc dans la nouvelle cité interdite, là où vivent les hauts dirigeants du Parti communiste chinois. Là-bas, la famille a tout, cuisinière, chauffeur, nourrice. Ça va, en tout cas d'un point de vue matériel, parce que le père de Jinping, Zhongchun, est très sévère avec ses enfants. Il l'oblige à prendre des bains d'eau froide, voilà, ce genre de truc. Chez les Xi, l'éducation, ça déconne pas. Mais à part peut-être un peu d'amour de son père, le petit Jinping ne manque de rien, en tout cas jusqu'en 1962. En 1962, Jinping a 9 ans, et Mao Zedong, le président de la République populaire de Chine, pète un câble. En fait, un peu comme tous les dictateurs, Mao voit des traîtres partout. Alors il organise une purge et Xi Zhongchun, comme beaucoup d'autres dirigeants du parti, est accusé de complot. Bon, la raison n'est pas super claire, mais en gros, le père de Xi Jinping aurait critiqué plusieurs décisions de Mao, ce qui n'est pas une très bonne idée en dictature. Il est donc écarté du pouvoir et obligé de faire son autocritique en public. À ce moment-là, c'est hyper répandu. Les gardes rouges, qui sont des groupes armés de jeunes commandés par Mao, obligent les prisonniers à porter des pancartes sur lesquelles sont inscrites leurs fautes. Le but est simple, les humilier en public. Pendant 16 ans, Xi Zhongchun est emprisonné et obligé de travailler à l'usine. Malgré beaucoup de recherches pour cette vidéo, ce qui se passe entre 1962 et 1966 reste en vérité assez flou. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'en 1966, la mère de Jinping, avec ses enfants, va se réfugier à l'école centrale du parti, l'école qui forme les dirigeants communistes chinois. En fait, vu qu'elle travaille au sein du parti, la mère de Jinping pense pouvoir y être protégée avec ses enfants. Malheureusement, ils seront séquestrés par les gardes rouges.
On est en 1966 et Mao Zedong lance ce qu'on appelle la révolution culturelle. Pour vous expliquer un petit peu cette période, en gros, le but de Mao, c'est de consolider son pouvoir, en faisant notamment en sorte que la jeunesse de son pays le vénère. Ce qu'on appelle aussi le culte de la personnalité. Si les jeunes le suivent, Mao est sûr de pouvoir rester au pouvoir longtemps. Cette révolution culturelle, très concrètement, va se traduire par une énorme purge au sein du parti, avec plusieurs millions de morts, de fatigue, d'épuisement, d'épidémies, de faim. Cette révolution culturelle va passer par de nombreux épisodes de violence, mais aussi d'importants déplacements de population. À ce moment-là, le jeune Jinping n'a pas le choix, il subit des violences de la part des gardes rouges, il doit dénoncer son propre père dans des sessions de critique et lire des citations de Mao du matin au soir. Puis pour survivre, en tant que fils de traître, il doit se montrer encore plus communiste que les autres. C'est comme ça qu'on arrive en 1969, Jinping a 16 ans, et comme des milliers d'autres ados chinois à l'époque, il est envoyé avec ses frères et sœurs à la campagne. Direction la province de Shaanxi. Au programme, une rééducation politique. Cette région, c'est une région aride, misérable. En fait, Mao veut que tous les jeunes chinois instruits des villes soient éduqués à la dure par les paysans. Cette révolution culturelle va durer au total une dizaine d'années, et elle provoquera le déplacement d'environ 17 millions de jeunes chinois. Et peut-être un fait important, mine de rien, c'est que Jinping s'est porté volontaire. En fait, pour Jinping, cet exil, c'est un peu une fuite. Ça va lui permettre d'échapper à l'atmosphère hyper étouffante de la ville et aux reproches quotidiens qu'il doit subir en raison de sa mauvaise origine familiale. Et ouais, je vous rappelle que Xi Jinping, il est considéré comme un traître par le parti. Alors à la campagne, Jinping va travailler durement dans les champs, il va partager le quotidien ingrat des paysans chinois pauvres et vivre dans une maison troglodytique, une maison creusée dans la pierre, sans électricité et sans eau courante. Ouais, c'est pas le grand luxe. Et donc, assez naturellement, Jinping commence à s'ennuyer. Alors, au bout de 3 mois, il s'enfuit et décide de rentrer à Pékin. Sauf que, on fait pas ce qu'on veut dans la Chine de Mao. Alors, ni une ni deux, il est arrêté et envoyé dans un camp de rééducation. Là-bas, il va être forcé de creuser des tranchées pour les canalisations d'eau dans un quartier de Pékin. Voilà, c'est la punition, puis il va être envoyé à la campagne. Cette fois-ci, il s'adapte, pas le choix, et il finit par se trouver une place. C'est durant cette période lourde que se produit un drame terrible pour le jeune Jinping. Sa grande sœur se suicide. Elle a une vingtaine d'années et elle supporte plus la vie que le parti lui impose. Et c'est un peu un tournant parce qu'à partir de ce moment-là, il comprend que s'il veut s'en sortir, il doit faire partie de l'élite. Ouais, ça peut sembler étrange, mais Jinping, visiblement, n'en veut pas au parti. Il a en fait plutôt envie de réparer la faute de son père, qui n'a pas su être apprécié par Mao à sa juste valeur. Xi Jinping en est sûr, c'est décidé. À partir de maintenant, il va consacrer toute sa vie au parti. On est en 1971, Xi Jinping a 18 ans et il adhère à la Ligue de la jeunesse communiste chinoise. Bon, faut pas oublier que le statut de son père, le traître, est un véritable handicap pour lui, alors les gens se méfient et Jinping est refusé 8 fois avant d'être accepté. Et c'est un peu un avant-goût parce qu'il va se passer exactement la même chose quand il veut passer aux choses sérieuses en intégrant le parti. Le vrai, il va essuyer au total 9 refus avant d'intégrer le Parti communiste chinois en 1974. Pour la petite histoire, on dit qu'il aurait carrément falsifié son dossier pour être accepté. À la même époque, à la fin des années 70, il fait des études d'ingénieur à la prestigieuse université de Tsinghua. Mais ses cours sont loin d'être passionnants, en fait, tous les bons enseignants de l'université sont à la campagne à cause de la révolution culturelle. Et en 1976, au début de ses études, un événement majeur se produit, Mao décède après une longue maladie. Alors tout le pays est en larmes, et 2 ans plus tard, c'est Deng Xiaoping qui va prendre la tête de la République populaire de Chine. En gros, Deng Xiaoping, il a un peu le même parcours que le père de Xi Jinping. C'est un compagnon de Mao qui a été écarté du pouvoir pendant la révolution culturelle. En soi, il n'est pas forcément plus soft que Mao Zedong, mais il va permettre à la Chine de s'ouvrir un peu sur le monde. Ouais, parce qu'en fait, sous Mao, la Chine est complètement repliée sur elle-même. Mao ne souhaitait pas du tout faire de commerce avec les autres pays occidentaux qu'il considérait ennemis. Deng, lui, comprend que pour que la Chine s'enrichisse, il faut absolument que le pays échange avec le reste du monde. Et puis, Deng Xiaoping, il a un rôle hyper important, malgré lui, dans la vie de Xi Jinping, puisqu'il va réhabiliter son père. Xi Jinping devient donc finalement membre du comité permanent du bureau politique. En gros, il fera partie des membres les plus importants du Parti communiste chinois. Grâce à ça, Xi Jinping peut enfin commencer sa carrière politique et en 1982, il est nommé premier secrétaire d'un district administratif de l'Est de la Chine. En gros, il va devenir le responsable de la région. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va se marier une première fois avec Ke Lingling, la fille de l'ambassadeur de la Chine au Royaume-Uni. Mais bon, qu'on se le dise, c'est un mariage arrangé, comme c'est le cas dans beaucoup de familles des cadres du parti.
Les deux tourtereaux sont pas hyper amoureux, le mariage va pas faire long feu, ils divorcent au bout de 3 ans. En 1985, Xi Jinping va se rendre une première fois aux États-Unis, dans l'Iowa, pour apprendre les techniques de l'agriculture moderne. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il va toujours garder cette fascination pour les États-Unis, alors même que c'est l'ennemi numéro 1 de la Chine. On est en 1985 et il rentre en Chine après avoir appris 2-3 trucs aux States. Et Xi Jinping va continuer à exercer des responsabilités au sein du Parti communiste chinois. Il va aussi finir par rencontrer l'amour, le vrai, avec Peng Liyuan, la chanteuse star de l'armée chinoise qu'on appelle l'armée populaire de libération. Xi Jinping est divorcé, il vient d'être nommé secrétaire du parti dans un district du sud de la Chine, et les deux amoureux se rencontrent chez des amis communs. Bon, c'est pas le coup de foudre immédiat pour elle, elle racontera même plus tard qu'elle l'avait trouvé ce soir-là assez mal habillé, et qu'il paraissait plus vieux que son âge, mais elle finit par tomber sous son charme et ils se marient en 87. Elle a alors 24 ans, et lui 34. Bon, et même si vous la connaissez certainement pas, Li Yuan, elle est ultra connue en Chine. À un moment d'ailleurs où Xi Jinping, lui, personne le connaît. En fait, elle a vraiment contribué à la construction de son personnage public. Selon les journaux chinois, on parle même de lui à la campagne comme le mari de Peng Liyuan. Bon, vous avez l'idée, elle est connue, lui pas encore. Et le 25 juin 1992, le couple a un enfant, une fille, Xi Mingzhe. Et Xi Jinping continue sa petite ascension dans le Parti communiste. Je vais pas vous faire tout son CV parce qu'il est quand même ultra rempli, mais pour faire simple, il va devenir vice-maire de Xiamen, qui est une ville du sud-est de la Chine, et va enchaîner les postes à responsabilité dans les provinces côtières. En 1999, il devient gouverneur du Fujian, la province qui est juste en face de Taïwan. Et en 2002, il est nommé secrétaire du parti du Sheshang, une province de l'est de la Chine. On avance un peu dans le temps et le 22 octobre 2007, les choses s'accélèrent pour Xi Jinping. Il devient membre du comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois, comme son père, réhabilité 29 ans plus tôt. Et quelques mois plus tard, le 15 mars 2008, il est élu vice-président de la République pour gérer un dossier hyper important pour l'image de la Chine à l'international, les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Les JO vont pouvoir participer à l'ouverture de la Chine sur le monde. En 2010, secrètement, Xi Jinping va envoyer sa fille, Mingzhe, étudier à Harvard, aux États-Unis, l'ennemi numéro 1 de la Chine communiste, et Xi Mingzhe va étudier à Harvard sous un nom d'emprunt. Ouais, parce qu'il a beau détester l'Occident, les universités américaines, quand on a un peu d'oseille, c'est quand même vachement bien pour le CV. Alors, vous imaginez que quand ça sort dans la presse, ça, tout le monde en parle. Une grande partie de l'opinion chinoise voit ça comme le signe que l'élite du parti mène un train de vie privilégié, déconnecté, complètement en décalage avec le reste de la Chine. En fait, le peuple chinois se sent carrément méprisé par le parti et incompris. Et ça, Xi Jinping en est bien conscient. Il fait tout pour ne pas être perçu comme un prince rouge ou un fils d'eux. Il va commencer à mettre de plus en plus en avant son adolescence passée à la campagne, le fait qu'il a vécu la misère, qu'il a travaillé dans les champs, bref, tout un récit, toute une communication politique pour paraître un peu comme les autres. Après, il faut bien rappeler qu'il a commencé tout en bas du parti, il n'a pas été pistonné, son père étant perçu comme un traître à l'époque, il a été patient. Et ça plaît beaucoup aux dirigeants du parti. Petit à petit, il commence à se faire remarquer en cultivant une image moderne, cool, proche du peuple, et ça va payer puisqu'en octobre 2010, il est nommé vice-président de la commission militaire centrale du parti, en gros l'organisme qui gère l'armée chinoise. Le président de cette commission, c'est aussi le président de la République populaire de Chine à ce moment-là, Hu Jintao. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Chine est presque entièrement contrôlée par le Parti communiste. Il existe 8 autres petits partis, mais ils sont hyper minoritaires. Pour vous donner une idée, ils ne représentent que 1% des députés de l'Assemblée populaire. Et qui plus est, ils sont tous dirigés de près ou de loin par le Parti communiste. Donc bon. En tout cas, c'est cette Assemblée populaire qui nomme le président de la commission militaire, qui devient ensuite naturellement le secrétaire général du parti, et puis président de la République populaire de Chine. Donc là, suivez-moi bien, si le parti nomme Xi Jinping vice-président de la commission militaire, ça veut dire qu'il le voit naturellement comme le successeur de Hu Jintao, donc le successeur du président de la République populaire de Chine. Ça y est, on est en 2012 et Xi Jinping le sent, il va entrer dans l'histoire. On est en septembre 2012 et Xi Jinping est prêt à être élu numéro 1 du Parti communiste chinois. Et à ce moment-là, le Parti communiste chinois compte environ 85 millions de membres, et malgré le fait que ce chiffre semble déjà énormissime, ça ne représente que 6,5% de la population du pays. Oui, vous avez bien compté, il y a plus de membres du Parti communiste chinois
que de Français. Et là, il se passe un truc assez particulier. Xi Jinping va disparaître pendant 15 jours. 15 jours pendant lesquels les Chinois sont hyper inquiets et les réseaux sociaux s'emballent. Surtout que Xi Jinping, pendant ces 2 semaines, avait des rendez-vous importants, notamment avec la secrétaire d'État des États-Unis, une certaine Hillary Clinton, mais aussi avec le Premier ministre de Singapour et le Premier ministre du Danemark. Bon, ça la fout mal, on ne sait pas où il est. Le pouvoir essaye de prétexter une blessure au dos, et Xi Jinping va finir par réapparaître sans donner plus d'explications. Bon, on est en Chine, j'aimerais vous dire que c'est anecdotique, mais c'est pas le cas. Et malgré cet épisode étrange, la logique de l'accession au pouvoir suit son cours pour Xi Jinping. Il est naturellement désigné secrétaire général du parti le 15 novembre 2012 par les députés de l'Assemblée populaire, avant d'être officiellement élu le 14 mars 2013. À 59 ans, Xi Jinping devient président de la République populaire de Chine. Et je me rappelle, au moment de son élection, un vent d'espoir souffle sur la Chine. Des observateurs politiques pensent qu'il va démocratiser le pays, et ça paraîtrait assez logique parce qu'il appartient à cette génération qui a souffert des délires dictatoriaux de Mao Zedong. Mais un mois après son arrivée au pouvoir, un document confidentiel sort dans la presse, celui qu'on va appeler le document numéro 9, un condensé de la pensée de Xi, dans lequel il liste les sujets dont il est tout simplement interdit de parler. Par exemple, on n'a pas le droit de parler de la démocratie, des valeurs universelles des droits de l'homme, de la liberté de la presse, des erreurs du parti. Tout ça devient interdit. Ce document balaie d'un revers de main toutes les illusions de démocratie pour la Chine. Le projet de Xi Jinping est en vérité tout autre, protéger son peuple de ce qu'il considère comme étant le danger numéro 1 pour la Chine, l'Occident. L'ambition de Xi se résume en vérité dans une formule, le rêve chinois en opposition au rêve américain. L'objectif est simple, que la Chine devienne la première puissance mondiale, économique et militaire d'ici 2049. Alors pourquoi 2049 ? C'est pas une date qui est choisie au hasard. 2049, ça correspond en fait au centenaire de l'inauguration de la République populaire de Chine par Mao Zedong. Restaurer la grandeur de la Chine et dépasser les États-Unis. Vaste programme. Et pour atteindre ce but, Xi Jinping estime que la démocratie, c'est un peu risqué. Bah ouais, consulter le peuple, prendre son avis, ça prend un peu plus de temps. Alors la Chine va prendre un virage encore plus totalitaire. Xi veut que la Chine retrouve sa grandeur à l'époque de Mao. En 2013, pour célébrer le 120e anniversaire du fondateur de la République populaire de Chine, Xi Jinping va organiser des célébrations qui vont coûter 2,5 milliards de dollars. C'est beaucoup, c'est fou, c'est énorme, et Xi Jinping est prêt à tout pour que la Chine ne finisse pas comme l'URSS. En fait, il est un peu traumatisé de cette chute du régime soviétique en 91, qui avait tourné le dos aux valeurs de son grand chef Staline, en réclamant plus de liberté et moins de violence. Xi Jinping refuse que de son côté, la Chine renonce à l'héritage de Mao Zedong. Alors il va reprendre l'idéologie de Mao, c'est sûr, mais aussi les méthodes de l'ancien dictateur. Ouais, ces mêmes méthodes qui l'ont tant fait souffrir quand il était enfant et adolescent. Alors déjà, Xi va commencer à mener une lutte anti-corruption qui va lui permettre en vérité de faire un sacré tri dans le parti et dans l'armée. Il va comme ça progressivement écarter ses opposants et placer ses pions. Comme Mao, il va organiser des punitions en public et ces fameuses séances d'autocritique. Ces méthodes d'ailleurs vont être dénoncées par des organisations comme Human Rights Watch, qui va mettre la lumière surtout sur les techniques de torture du régime. En tout, en 10 ans, 1,5 million de cadres du parti seront purgés et expulsés. Bon, et vous commencez à vous en douter, à tout cela s'invite la censure. Selon des associations et des experts, l'ère Xi Jinping, c'est la plus mauvaise pour la presse chinoise depuis 40 ans. D'ailleurs, la censure s'arrête pas à la presse puisqu'on la retrouve sur internet et sur les réseaux sociaux. Bon, et je vous partage cette anecdote un poil plus légère dans ce récit quand même assez dark. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais en 2013, des internautes ont trouvé une forme de ressemblance entre Xi Jinping et Winnie l'ourson. Et c'est internet, donc des caricatures vont fleurir petit à petit sur les réseaux sociaux, mais rapidement elles vont être interdites en Chine. Et ce qui est complètement lunaire, c'est que c'est pas simplement ces montages photos qui vont être interdits en Chine, mais le personnage de Winnie l'ourson lui-même. Toutes les moindres petites références à l'ourson jaune sont alors bloquées dans le pays. Winnie l'ourson devient un persona non grata. Xi Jinping contrôle tout. Et concrètement, il met même en place un système généralisé de contrôle de la population chinoise. Ce truc-là, vous en avez certainement déjà entendu parler. En gros, le système fiche et attribue des notes aux différents habitants de la Chine. Et en gros, en fonction de tout un tas d'actions du quotidien, un citoyen peut donc gagner des points s'il donne son sang,
mais en perdre s'il promène son chien sans laisse ou s'il mange dans le métro. Et plus les Chinois vont accumuler de points, plus ils vont pouvoir voyager, obtenir un bon job, un crédit immobilier ou une place à la crèche pour leurs gamins. Mais ce qui inquiète le plus la communauté internationale, c'est le génocide des Ouïghours. Depuis 2014, Xi Jinping ordonne l'internement dans des camps des musulmans ouïghours et kazakhs de la région du Xinjiang au nord-ouest de la Chine. Xi Jinping veut, je cite, lutter contre le terrorisme, l'infiltration et le séparatisme, et dans ces camps de déradicalisation, comme il les appelle, les prisonniers, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, sont torturés et enfermés. Les femmes subissent des avortements et des stérilisations forcées. Des rescapés racontent qu'une quarantaine de détenus s'entassent dans une seule cellule. Ils dorment à tour de rôle, n'ont le droit qu'à une douche par mois, et régulièrement, beaucoup tentent de se suicider. Les prisonniers doivent apprendre par cœur la pensée du dictateur, renier leur famille et leur culture. J'accuse les dirigeants du Parti communiste chinois du pire crime contre l'humanité du XXIe siècle, la déportation et l'éradication du peuple ouïghour. J'accuse la communauté internationale de consentir à ce crime par son silence et sa passivité. Aujourd'hui, les experts de l'ONU et les militants des droits de l'homme estiment qu'1 million de personnes sont détenues dans ces camps. Ça serait l'enfermement de masse le plus important depuis la Shoah, qui avait conduit, je vous le rappelle, à l'extermination de 6 millions de juifs par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la Chine, de son côté, continue de nier en bloc. La Chine de Xi Jinping, soyons très clairs, c'est une dictature. D'ailleurs, en octobre 2017, la doctrine de Xi figure dans la charte du parti, ce qui lui donne le même statut que Mao. C'était d'ailleurs pas le cas pour les autres présidents, pour info, c'est donc vraiment quelque chose d'important. Sa pensée doit désormais guider le parti. Et parce que Xi Jinping ne veut pas simplement s'arrêter à 2 mandats présidentiels, une limite qu'avait imposée l'ancien président Deng Xiaoping pour éviter les excès en 1982, Xi fait voter l'abolition de cette mesure en mars 2018 par le Parlement. Alors sans surprise, c'est adopté, 2958 voix pour, 2 voix contre, 3 abstentions. Ouais, je vous rappelle que si t'es pas d'accord avec le chef, ta carrière est foutue et tu crains un peu pour ta vie quand même. Ça y est, c'est voté, Xi Jinping peut désormais rester président à vie. Et ce qui inquiète également de plus en plus, c'est la disparition de personnalités chinoises. Vous vous souvenez peut-être de cette affaire, le cas de Jack Ma. Jack Ma, c'est le fondateur de la plateforme de e-commerce ultra connue, Alibaba. C'est un peu l'équivalent du Amazon chinois, en gros. Eh bien, Jack Ma a disparu brutalement fin 2020, après avoir critiqué la gestion des banques publiques chinoises, avant de réapparaître, comme par magie, en janvier 2021. D'ailleurs, plus récemment, je pense aussi à la disparition de la joueuse de tennis Peng Shuai. Le 2 novembre 2021, elle accuse sur Weibo, qui est le Twitter chinois, l'ancien vice-premier ministre de viol. Et en moins d'une demi-heure, son témoignage disparaît, et elle aussi. À ce moment-là, je me souviens, la communauté internationale s'affole, il y a ce hashtag « Where is Peng Shuai ?», puis elle va finalement réapparaître comme par magie, en niant, quand on lui demande, les accusations de viol qu'elle a formulées quelques temps auparavant. Le mouvement MeToo n'a pas traversé toutes les frontières. Xi Jinping a une seule obsession depuis le début de son mandat, que la Chine soit réunifiée d'un point de vue culturel, linguistique, mais aussi géographique. On voit ça par exemple avec l'île de Taïwan, qui est une république démocratique indépendante depuis 1949, juste en face de la Chine, et que Xi Jinping veut absolument intégrer à son territoire. Je pense aussi à Hong Kong, qui, avant 1997, était une colonie britannique. Le territoire a ensuite été rendu à la Chine, mais en gardant des libertés qu'il n'y a pas en République populaire de Chine. Sauf que en 2020, Xi Jinping fait voter une loi pour que les habitants de Hong Kong soient à terme soumis aux mêmes lois que la République populaire de Chine. Forcément, on peut le comprendre, ça plaît pas du tout aux Hongkongais qui vont largement manifester, mais systématiquement, ils seront réprimés. Et pour parler un tout petit peu de la politique extérieure de Xi Jinping, en gros, ce qu'il veut, c'est conserver une politique communiste à l'intérieur des frontières de la Chine, mais pousser à fond une logique de libre-échange à l'extérieur des frontières, c'est-à-dire faire du commerce avec tout le monde, et ce, sans restriction. Et pour ça, la Chine a conclu des accords commerciaux avec d'autres pays pour s'imposer sur la scène internationale. C'est ce que Xi Jinping appelle les nouvelles routes de la soie, et c'est un de ses projets les plus importants. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un truc qui a vraiment impacté la Chine ces derniers temps, c'est la crise du Covid-19. Clairement, cette crise sanitaire qui les a impactés pour commercer avec le reste du monde, a nettement dégradé l'image du pays. Et oui, le Covid-19 est quand même parti de la ville de Wuhan, qui a fait la une des journaux du monde entier, et Xi Jinping a géré cette crise comme le reste de sa politique, sans aucun compromis. En gros, il a appliqué une politique zéro Covid, au moindre test positif, c'est tout le quartier qui se retrouvait confiné. Le truc, c'est que les Chinois commencent vraiment à en avoir marre d'être confinés depuis tout ce temps, et en 2022, il se passe un truc super rare. Des manifestations ont lieu et demandent la démission de Xi Jinping. Ces images, au sein du pays, sont rarissimes.
Bon, et vous me connaissez, j'essaie quand même d'être équilibré dans cette vidéo, et je dois bien avouer que j'ai découvert un truc en bossant sur l'histoire de Xi Jinping. En septembre 2020, Xi Jinping a pris la parole pour appeler tous les pays à prendre des mesures décisives pour lutter contre le réchauffement climatique, et il s'est engagé à ce que la Chine atteigne la neutralité carbone d'ici 2060. La neutralité carbone, ça veut dire que la Chine n'émettra pas plus de CO2 que la planète est capable d'en absorber. 二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。 Bon, 2060, ça reste tard, 10 ans trop tard en vérité selon les recommandations du GIEC, mais j'ai le sentiment qu'on parle assez peu de cette décision politique dans la presse française. En 2049, pour les 100 ans de la République populaire de Chine, Xi Jinping aura techniquement 96 ans. Et si son fameux rêve chinois se réalise, la Chine deviendra la première puissance mondiale, économique et militaire. Il aura ainsi gagné son pari, une dictature commandera le monde. C'était l'histoire de Xi Jinping. C'était Gaspard G, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vais être honnête avec vous, parce que il faut être honnête, c'était l'histoire la plus compliquée à écrire depuis tout le début de cette série. La raison principale, probablement, c'est que la Chine, c'est une dictature. On n'a pas beaucoup d'informations fiables, surtout que Xi Jinping ne donne aucune interview. Et je voulais surtout faire attention de ne pas vous raconter l'histoire sous le prisme du récit national chinois. Avec mon équipe, donc, on s'est appuyé de pas mal de sources. Elles sont en description si vous êtes intéressés. Mais la source principale, c'est ce bouquin, Dans la tête de Xi Jinping, de François Bougon. Ce bouquin est extraordinaire, je vous le conseille. Encore une fois, c'est une vidéo de vulgarisation, donc je serai jamais aussi complet et dans le détail qu'un bouquin de centaines de pages. Je vous conseille également un super docu Arte. Les liens sont en description. Merci à ma super équipe qui m'a aidé dans la réalisation de cette vidéo. Leurs noms sont juste là. Et good job aux journalistes parce que c'était vraiment pas évident. Marion et Léa surtout qui ont fait un super job de vulgar. Et merci aux sponsors de cet épisode, Surfshark VPN. Vous le savez, c'est le modèle économique de la chaîne. Merci à eux de soutenir cette grande mission de l'information qu'on a. Vous connaissez la musique, Histoire 2 c'est un dimanche sur deux. Alors, à dimanche dans 2 semaines. Ciao.